Bonsoir, bienvenue pour ce nouveau webinaire consacré au sommeil. Pour information, nos actions parentalité sont portées par l'UDAF de la Gironde, l'Union départementale des associations familiales, et décidées par la commission parentalité de l'UDAF, composée de parents et de grands-parents. Elles sont soutenues par le REAP de la Gironde, réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents. Vous pouvez retrouver nos webinaires précédents sur la page YouTube de l'UDAF 33 et suivre notre actualité sur le Facebook de l'UDAF de la Gironde et sur notre page Instagram. Donc, ce soir, pour nous accompagner, donc ce sera Camille pour l'animation. Vous avez aussi Théo et Agnès à la technique. Le thème de ce soir, les mystères du sommeil chez les jeunes enfants. Il sera présenté donc par Laure Lemonnier. Bonsoir Laure. Bonsoir. Donc, Laure, tu es auxiliaire de puériculture, nurse de nuit et de jour. Oui. Et tu nous as été conseillée par une de nos associations, Jumeaux et Plus, avec laquelle tu interviens beaucoup. Avant de commencer, peux-tu nous dire ce que c'est qu'une nurse de nuit et de jour et aussi un petit peu nous parler de ton parcours? Alors, moi, en fait, ça consiste, nurse, à apporter du soutien aux familles, de mettre une sorte de mode de garde temporaire pour soulager les parents sur un temps donné, de leur proposer des petites astuces pour leur démarrage dans la parentalité. Moi, en fait, mon parcours, je suis auxiliaire de puériculture depuis maintenant 22 ans. J'ai fait 9 ans de crèche, j'ai fait 10 ans à la maternité de Pellegrin. Au milieu de tout ça, de tout ce parcours, j'ai fait mes 4 enfants. Et ça fait 3 ans que j'ai quitté la maternité pour me lancer justement sur cette aide à domicile. C'est voilà, pour permettre aux parents d'avoir une auxiliaire de puériculture à domicile. Super. Et bien du coup, ce soir, on va parler donc des mystères du sommeil, qui pour toi n'ont plus aucun mystère, peut-être. Là maintenant, toujours un peu, ça pose toujours question parce que autant il y a d'enfants, autant il y a de problématiques sommeil, autant il y a de dormeurs différents. Mais du coup, voilà, je continue de me former, de m'informer, et puis les expériences des parents que je rencontre au fur et à mesure aussi, me donnent des pistes, des astuces. J'apprends auprès d'eux également, auprès de toutes ces familles également, de tous ces enfants. Donc voilà, donc maintenant j'ai de plus en plus du coup d'astuces à partager que j'ai pu piocher ici et là entre ma voie professionnelle et puis ce que j'ai récolté moi personnellement aussi, et puis tout ce que les familles ont pu aussi me transmettre également. Eh bien super, donc on va commencer du coup par déjà la présentation du sommeil. Donc tu vas nous parler de la physiologie du sommeil. Un petit peu, oui, on va un petit peu voir au niveau du sommeil, un petit peu justement de comment se compose le sommeil. On va d'abord voir au niveau du petit train du sommeil, donc qui parle à beaucoup de monde en général, on le représente comme ça. Donc au début, il faut savoir que chez le nourrisson, quand il vient de naître, il n'a pas du tout ce train-là, il n'a que 2 petits wagons. Il a juste le sommeil lent et le sommeil paradoxal. Et le bébé s'endort. Le sommeil lent, nous, ce qu'on appelle sommeil lent, c'est le sommeil calme pour le bébé. Il a juste 2 phases de sommeil au départ. Et il s'endort essentiellement en sommeil paradoxal au début. Donc, en sommeil des rêves. 2 voilà. Et la phase 5. C'est-à-dire que nous, ce qui correspond à la phase 5, lui, c'est sa phase 1. Et ce qui correspond à la phase, on va dire, plutôt 4, sommeil lent, plus profond, on va dire plutôt le 3, entre le 3 et le 5. Au début, il a juste ces 2 phases-là. Ce qu'on appelle sommeil calme, c'est ce qui va devenir plus tard le sommeil lent léger, le lent profond et le lent très profond après. Et le sommeil paradoxal qu'il a au début. Donc le bébé s'endort au début en sommeil des rêves, donc c'est pour ça qu'on le voit souvent faire plein de mouvements au début, pour après plonger dans son sommeil calme, profond, où là on a un bébé qui du coup peut parfois ne plus trop bouger. On a l'impression qu'il ne respire plus tellement il est calme et détendu sur cette phase-là. Et ça, il va avoir ce rythme-là de sommeil, ces cycles-là de sommeil jusqu'à l'âge de 2-3 mois. Et à partir de 2-3 mois, il va y avoir un 3e petit wagon qui va s'installer. Donc, il va passer du coup en sommeil, il va y avoir l'endormissement, il va y avoir le sommeil paradoxal et le sommeil lent. Et ça va être jusqu'aux 9 mois à peu près.
Entre 6 et 9 mois, ça dépend des enfants. Et là, le changement qu'il va y avoir vers 6-9 mois, c'est que l'enfant ne va plus s'endormir en sommeil paradoxal, mais va s'endormir en sommeil lent léger. Donc c'est là où souvent, quand les parents posent leur enfant, dans les quelques secondes qui suivent, il se réveille parce qu'il n'est pas dans un sommeil qui est un peu plus profond. Il est dans un sommeil très léger. Voilà, et après, le 5e wagon va arriver ensuite vers l'âge de 3-4 ans. Et ensuite, on sera sur une construction du sommeil qui va on va dire, plus prendre de la maturité jusqu'à l'âge de 11 ans à peu près. Il va se consolider. Le sommeil va évoluer vu qu'il y a les siestes qui vont se supprimer et qu'il y aura moins de phases d'éveil après, de sommeil. D'accord, donc l'évolution du sommeil entre la naissance et... Jusqu'à 11 ans, enfin jusqu'à 3-4 ans vraiment sur la construction. Donc c'est pour ça qu'on a énormément après de régression du sommeil, de phase de régression à chaque acquisition. Et également après, il se consolide jusqu'à l'âge de 11 ans où vraiment là on a un sommeil proche adulte, quoi. Super. Donc voilà, là je parle d'une nuit, plusieurs cycles, parce qu'effectivement on enchaîne plusieurs cycles sur une nuit. Ça c'est pour les adultes, donc à la fin, on arrivera sur une évolution du sommeil qui sera à peu près en moyenne de 90 minutes pour nous adultes. Un bébé, lui, il a plutôt un cycle qui varie entre 45 minutes et 60 minutes à la naissance. Donc des cycles très courts, avec des phases d'éveil du coup très courtes également. Qui pareil, sont à peu près de 45 minutes à 60 minutes. Donc ce qui veut dire qu'il y a énormément de petits trains de sommeil qui passent au départ. Et il ne fait pas de distinction entre le jour et la nuit. D'accord ? Pour l'instant, et son horloge interne ne sera réglée qu'à l'âge de 2 mois. Oui, donc s'il vers 8 semaines. S'il ne dort pas, s'il est perturbé, c'est pas parce qu'il a envie de nous embêter. L'alternance aujourd'hui ne se met en place que vers 8 semaines, donc pour l'instant, voilà. Après, vers 2-3 mois, on va tomber sur des cycles qui vont approcher après les 60 minutes. Et après, vers 9 mois, on va être sur des cycles de 70 minutes en moyenne. Voilà. Donc, ça donne des points de repère aux parents pour savoir à quel moment l'enfant, pour savoir qu'on a des micro-réveils entre chaque cycle. Et du coup, justement, pour mieux comprendre à quel moment le coucher et à quel moment, effectivement, on peut le laisser réenchaîner. Il est entre 2 cycles. Ça donne des moyennes à peu près. On sait quand vers 1h30, quand ça fait 1h30 qu'il dort, et bien, s'il bouge un petit peu, soit ça peut être un réveil complet, soit il peut arriver à réenchaîner sur un autre cycle. D'accord. Très bien. Voilà. Donc, comment repérer quand son enfant a la quantité et la qualité de sommeil nécessaire? Mais en fait, c'est simple. Si, quand vous levez votre enfant, vous avez l'impression qu'il s'est réveillé et qu'il n'était pas forcément, du coup, en train d'essayer de rattraper un autre cycle de sommeil, votre bébé doit rester de bonne humeur jusqu'au prochain cycle. Vous devez avoir un enfant plutôt joyeux, plutôt tranquille, calme, qui observe bien ce qui se passe autour de lui, bien éveillé. Si votre enfant, dans les 20 minutes qui suivent son lever, commence à râler, montre déjà des signes de fatigue, c'est qu'il n'avait peut-être pas assez dormi. Et si un bébé il pleure lors du réveil, c'est que très certainement, il n'avait pas fini son cycle de sommeil et qu'il était en train d'essayer de réenchaîner. Donc ça, ce sont des petits signes indicateurs de savoir si on l'a levé au bon moment ou pas. Alors, là, justement, la dette de sommeil. Alors ça, c'est ce qui s'installe petit à petit lorsque l'enfant n'a pas eu son quota de sommeil sur la journée et sur la nuit. Donc, souvent, c'est quand ils s'éveillent régulièrement en pleurant. Ce sont des enfants qui n'ont pas fini leur cycle de sommeil, qui du coup cumulent du retard de sommeil. Des enfants qui vont développer une résistance à l'endormissement aussi. Ce sont des signes, que l'enfant a accumulé et trop fatigué, qui est un peu comme pour nous. Quand on est trop fatigué, parfois on peine à trouver le sommeil. On va se retrouver avec des nuits qui vont être hachurées, avec un enfant qui du coup va avoir du mal à enchaîner sur ses cycles et qui va se réveiller plusieurs fois et qui sera trop fatigué pour réenchaîner. Du coup, ça va se décaler sur le matin aussi, contrairement à ce qu'on pense. Un enfant, c'est parce qu'on le couche plus tard qu'il va se lever plus tard, parce que les enfants sont déjà un petit peu programmés pour se lever entre 6 et 7 heures le matin. Donc là, pour le coup, si le coucher trop tard, il aura pris du retard de sommeil
et il va avoir tendance à se lever plus tôt, à décaler sur le matin plus tôt, parce qu'il n'aura pas fait toutes ces phases de sommeil, il n'aura pas pu aller jusqu'au bout. Et après, ça va également avoir un impact également sur les siestes en journée qui vont commencer à diminuer et voire disparaître pour certains enfants. Donc ça, ce sont vraiment des signes où là, il faut essayer à ce moment-là de proposer au maximum de remettre en place des siestes, de changer les créneaux horaires de coucher éventuellement pour essayer de rétablir cette dette qui peut se rattraper facilement. Mais, là, on est vraiment sur des apports théoriques, donc on apportera après des solutions, donc n'hésitez pas et vous pouvez toujours échanger dans le chat sur est-ce que vous avez repéré des choses, vous, échanger entre vous, c'est toujours intéressant. Donc pareil, repérer le manque de sommeil, et effectivement un enfant qui n'a pas suffisamment dormi, il n'arrivera pas à se concentrer, ça va avoir un impact sur ses apprentissages. Ça va également avoir un impact sur son système immunitaire. On aura un enfant qui sera beaucoup plus malade également parce que tout ce qui est le système immunitaire se fait pendant le sommeil, se consolide pendant le sommeil. Oui, donc quand on dit qu'on grandit en dormant, c'est ça aussi. C'est ça aussi. Et, un enfant qui n'a pas assez dormi sera beaucoup plus fragile et attrapera plus de maladies. On va avoir un enfant qui sera beaucoup moins autonome et qui aura besoin d'être porté constamment, qui supportera beaucoup moins la frustration aussi, qui sera beaucoup plus sensible à tout, qui plus la journée va avancer, du coup, sera de plus en plus agité, aura plus de mal à rester concentré sur ce qu'il fait, qui va se frotter constamment les yeux, le nez, les oreilles, ça fait partie des signes aussi d'endormissement. Il y a des enfants qui parfois se tirent un peu les cheveux, se tapent un petit peu sur la tête. Un enfant qui va être impatient, ne supportera pas d'attendre, ne sera pas capable parce qu'il sera trop fatigué, qui peut être aussi nonchalant sur une bonne partie de la journée et pour qui finalement, quand on va demander de participer à certaines choses, peut partir en crise, ça pour les plus grands, parce que la fatigue est là et qu'ils n'arrivent plus du tout à gérer leurs émotions. Oui, justement, du coup, notre prochain thème sera les émotions. Donc, moi, je trouve ça très intéressant. On parle du sommeil qui a un impact quand même sur les émotions de l'enfant. Oui. Donc, comme quoi, le bien le régler au niveau du sommeil, au niveau de l'alimentation, avoir des repères, c'est quand même... C'est important, ça apporte un équilibre à l'enfant et ça permet d'avoir un enfant quand même... de bien profiter de son enfant et d'avoir un enfant plus jovial, plus détendu, de passer des bons moments avec lui. Un enfant qui est fatigué ne peut pas profiter de nous ni passer de bons moments lui-même. On ne s'inquiète pas non plus si l'enfant a des troubles du sommeil. Là, c'est normal aussi. Quand les enfants sont petits, vous l'avez vu, il y a des phases. Voilà. Il n'y a rien de pathologique, ça se règle facilement. Donc après, toujours dans les petites choses un peu techniques, mais sur le sommeil de l'enfant, il y a énormément de parasomnie, de troubles du sommeil chez les enfants. Je pense que tous les parents sont confrontés au moins à une d'entre elles, au moins une fois, et c'est normal, ça fait partie du développement, ça fait partie des étapes du sommeil. Donc, il y a les terreurs nocturnes que beaucoup de parents connaissent, qui apparaissent en général vers 18 mois. Les terreurs nocturnes ont lieu souvent en tout début de cycle, entre 21h et 23h. L'enfant n'est pas conscient, il peut avoir les yeux ouverts, il peut être debout dans son lit, tout ça, mais sans avoir conscience de ce qu'il fait. C'est-à-dire que si vous venez dans la chambre, il ne va pas se rendre compte que vous êtes là. Il ne s'en rappellera pas, il n'aura pas de souvenir. Du coup, il faut intervenir. De toute façon, dans tous les cas, il faut y aller, lui parler doucement, le recoucher. Et l'enfant va se rendormir ensuite en suivant. Très souvent, ces épisodes de terreur nocturne qui ne durent pas dans le temps sont liés souvent justement à une dette de sommeil. C'est impressionnant. Quand l'enfant a des manques de sommeil. Ouais, les terreurs nocturnes, moi j'en ai vécu déjà une, ça fait peur. Ah oui, quand l'enfant hurle à la mort, il ne nous reconnaît pas. Les enfants disent mais il est possédé parfois. C'est ça. Ils disent j'ai l'impression que mon enfant est possédé parce qu'ils peuvent avoir les yeux grands ouverts et puis... mais il ne nous voit pas. Mais il ne nous voit pas en fait, non, pas du tout. Ensuite, les cauchemars qui durent aussi pareil, mais ça qui dure longtemps, plus longtemps, qui démarrent vers l'âge de 18 mois. En fait, l'imaginaire de l'enfant marche énormément.
Jusqu'à 5 ans en plus, l'enfant ne fait pas de distinction entre le réel et l'imaginaire. Donc, c'est plus compliqué à gérer. Du coup, à partir de 5 ans, c'est un peu plus simple parce que justement, il peut commencer à distinguer ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Le cauchemar, lui, survient en dernière partie de nuit, plutôt à partir de 3-4 heures du matin jusqu'à 5 heures à peu près. L'enfant, là, est réveillé vraiment. On le réveille. Il a conscience de ce qui se passe. Il aura des souvenirs le lendemain matin. Donc, c'est pour ça que c'est important de lui faire raconter sur ce qu'il a vécu. D'essayer de trouver parfois pour l'endormir, il y a des petites astuces, on peut essayer de trouver une jolie fin au cauchemar, lui demander d'imaginer une jolie fin quand on le fait raconter. Faut le rassurer, on peut faire le tour de la chambre ensemble pour être sûr qu'il n'y ait rien. Voilà, l'idée c'est vraiment de mettre de l'importance à ça, de ne pas lui dire que non, c'est rien du tout, parce que pour lui c'est important. Il y a des petits trucs après, des petites astuces qui existent. Des petits livres, moi que j'aimais beaucoup, celui-là avec ma fille. Voilà, vous voyez bien, comment ratatiner les cauchemars, qui du coup rendent tous les petits monstres un peu rigolos et puis finalement les ridiculisent un petit peu dans ce livre où le petit garçon met plein d'astuces pour les combattre et finalement ce ne sont pas les monstres qui arrivent à gagner, c'est lui qui les gagne. Et voilà, ça fait partie. Le soir, on lisait ce petit livre. On faisait également, dedans, il y a des petites astuces dans le petit livre aussi pour faire fuir les cauchemars. On mettait autour du lit des petites choses pour les empêcher d'approcher. Il y a un mot qui mettait au-dessus du lit. Donc, du coup, c'est vrai qu'avec ma fille, on faisait ça aussi. On écrivait une lettre le soir qu'on mettait au-dessus du lit en disant qu'il n'avait pas le droit de rentrer dans cette chambre. Voilà. On peut faire construire aussi parfois, comme les attrape-rêves et tout ça, pour justement faire fuir, dire à l'enfant qu'il a des pouvoirs magiques et qu'il va faire fuir les cauchemars. On peut, voilà. Il y avait aussi, avec mon fils, la maîtresse avait fait faire la poupée Traca. Je ne sais pas si ça te parle. J'en ai entendu parler. Je ne vois pas à quoi elle ressemble exactement. C'est fabriquer une espèce de poupée en tissu. En fait, c'est une poupée qui attrapait qui ont raconté toutes les choses qui faisaient peur. Et du coup, on la mettait sous son oreiller. Voilà. Il existe plein d'astuces. Il existe plein de bouquins autour de ça. Donc, c'est bien d'en parler le soir avec l'enfant. L'idée, c'est ce qu'on va lire le soir avec l'enfant va se perpétuer dans ses rêves la nuit. Donc, c'est important, le choix de l'histoire le soir est très important. Voilà, c'est d'essayer qu'il ait le moins peur possible et que du coup, il puisse justement, il ne faut pas des histoires trop, on va dire, qui bougent trop, où il se passe plein de choses. Il faut que ce soit plutôt des histoires calmes et tout ça. C'est important le choix de l'histoire. L'idée, c'est que si l'enfant vit l'histoire au moment où on la raconte, il va faire monter son taux de cortisol qui va inhiber la fabrication de la mélatonine qui favorise le sommeil. Donc, du coup, on va un petit peu aussi empêcher l'endormissement après. Et finir les histoires aussi, parce que finir aussi, aller jusqu'au bout, on peut, Parce que si le garçon est perdu dans la forêt et c'est fini, c'est l'heure d'aller se coucher. On choisit son temps de lecture aussi, on choisit des histoires courtes du coup, plus courtes. On peut avec l'âge, on peut les choisir de plus en plus longues, mais également, c'est finir au bon moment et que ça se finisse bien. Et puis en fonction des âges aussi, bien sûr. On choisit certains personnages parce que les peurs évoluent aussi en fonction des âges. Donc, tout ce qui est peur du noir, après les peurs du loup, Donc, on peut contrer tout ça avec les petites histoires. Après, dans les parasomnies, il y a aussi la somniloquie. Peut-être que le terme ne parle pas à tout le monde, mais c'est celui qui parle en dormant. Donc, ça arrive pendant la phase de sommeil paradoxal, pendant la phase de sommeil du rêve. Ce n'est pas grave du tout. Il faut laisser faire. C'est quelque chose qui passera tout seul, avec le temps. Ça peut être lié parfois justement avec un manque de sommeil. Quand on est trop fatigué, ça peut arriver sur ces périodes-là. Ou sur des périodes un petit peu de stress, parfois aussi, ça peut survenir. Oui, de changement dans la vie.
et ça se reproduit sur la période des rêves. Donc parler peut-être avec l'enfant. Pas forcément, il n'y a aucune intervention particulière à faire, si ce n'est, voilà, si on suspecte qu'il soit un petit peu stressé, à ce moment-là, c'est voir avec l'enfant effectivement s'il y a quelque chose qui le stresse à ce moment-là, et puis éventuellement, voilà, mettre le point sur ce qui le tracasse un petit peu. Voilà, après le bruxisme nocturne ou le grincement des dents, bon, il y en a qui... on va faire à ça, pareil, pas grand-chose à faire, ça peut être lié à des... période de stress aussi, ça peut être lié également aussi à un manque de sommeil aussi, parce que bon, la plupart des parasomnies, de toute façon, sont liées à un manque de sommeil. Pareil, pas grand-chose à faire. Si c'est plutôt intense, n'hésitez pas à aller voir votre dentiste. Ce serait important de faire mettre une gouttière pour éviter que les dents s'abîment, surtout à force de se frotter. Donc ça va être plus ça, le plus important. Le somnambulisme. Ah, c'est plus problématique ça. Plus problématique. Qui survient souvent sur la phase de sommeil lent léger, en début de nuit. L'enfant se lève, tout ça. Pareil, ils n'ont pas de souvenirs. Donc là, c'est pareil, on ne réveille pas. On reconduit l'enfant dans son lit tranquillement, doucement. Si l'enfant est sujet à ça, il faut penser à bien fermer les portes d'entrée, tout ça, qu'il n'y ait pas de possibilité de sortir sur l'extérieur. Il y a des barrières aux escaliers. Voilà, ouais, tout à sécuriser au maximum. Pareil, c'est des périodes, c'est des choses qui passeront toutes seules, ça. Ça peut être lié, voilà, à des changements dans la vie, à des phases de stress aussi. Donc, le somnambulisme est quelque chose qui va passer tout seul aussi, mais voilà, on ne réveille surtout pas l'enfant et on le reconduit tout doucement, parce que ça, il ne se rappellera pas du tout. Et après, la dernière chose, l'énurésie. Donc, il y a deux types d'énurésie. Il y a l'énurésie primaire, où en fait, votre enfant a plus de 4 ans et n'a jamais été propre, donc complètement la nuit. Là, l'idée, c'est de voir déjà avec le médecin qu'il n'y ait rien de pathologique derrière, qu'il n'y ait pas un problème physiologique qui fait que l'enfant continue à faire pipi au lit. Une fois que cette piste-là est éliminée, à ce moment-là, c'est responsabiliser l'enfant en lui rendant les choses contraignantes, déplaisantes. Il faut que ça devienne quelque chose de déplaisant, ce pipi au lit. Donc, ce qui sera intéressant, c'est de le faire participer pour changer ses draps, pour laver ses affaires s'il faut, voilà, pour que ce ne soit pas un moment très agréable et du coup, que ça ne lui donne plus envie de faire dans son lit, qu'il n'ait plus trop envie parce que c'est embêtant de devoir changer les draps. Trouver des tactiques pour rendre les choses déplaisantes. D'accord. Voilà. Et après, on a l'énurésie secondaire qui survient lors d'un changement pareil. Un enfant a plus de 4 ans, il a toujours été propre et puis tout d'un coup, il se remet à faire pipi au lit. Alors, par exemple, l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur, l'entrée à l'école, enfin, ça peut être un déménagement ou quoi que ce soit qui fait que tout d'un coup, il se passe des petites choses pour lui et il se remet à faire pipi au lit. Là, il faut vraiment en discuter avec l'enfant, voir, et puis en général, ça se remet, ça ne dure pas très longtemps et ça se remet en place. À partir de quel âge on parle d'énurésie? Après 4 ans. Après 4 ans? Oui, après 4 ans. D'accord. Avant, on ne parle pas d'énurésie. On passe à la suite? Oui, allez. Donc, dans tout ça, ce qui est très très important et très rassurant, c'est les routines et les rituels. Et on va dire, quasiment dès la naissance. Vous pouvez mettre en place des choses. Voilà. Marie Dirion disait, il n'y a pas d'équilibre des nuits, il n'y a pas d'équilibre des journées. Donc, il faut des routines de jour, il faut des routines la nuit. Un enfant, plus il sait à quoi il va s'attendre, plus il sera sécurisé et plus son corps aussi va se préparer à ce qui va arriver. Parce qu'il sera déjà réglé sur certaines heures et du coup, il va se préparer à tout ça. S'il dort toujours à heure fixe, un enfant, quasiment, et bien, le sommeil va commencer à se préparer et à arriver à cette heure-là. Donc, aller dormir devrait être un moment de plaisir. Voilà. Il ne faut pas que ce soit une contrainte. Il faut apprendre aux enfants que ça fait du bien, qu'on peut se laisser aller au sommeil. Pour ça, c'est depuis le plus jeune âge, c'est leur apprendre à bien repérer les signes d'endormissement, qui ne sont pas forcément faciles à repérer en fonction des enfants.
Il y en a qui sont forts pour les cacher. Et puis de regarder un petit peu, de prendre le temps d'observer, de voir quel est le rythme de son enfant, parce qu'autant il y a d'enfants, autant il y a de rythmes différents, même si on retrouve après des grandes lignes un petit peu. Voilà. Les principaux signes d'endormissement, ça va être voilà, un enfant qui est en train de jouer, puis qui tout d'un coup se désintéresse de tous ses jouets, qui peut avoir le regard dans le vide un petit peu, tout d'un coup là, et voilà, qui commence à se déconnecter de ce qui se passe autour de lui. Ça, c'est signe qu'il est fatigué, ça y est, c'est l'heure, on peut y aller. L'impression de froid, un enfant qui va un petit peu commencer à se lever sur le canapé ou dans une couverture, tout ça, parce que l'organisme commence à se mettre en veille et notre température corporelle s'abaisse avant de dormir. L'envie de sucer son pouce, de se bercer avec son doudou. Il y a des enfants, quand on voit s'auto-bercer tout seul, voilà, ou s'asseoir et puis tout d'un coup câliner leur doudou, tout ça, bailler, bon, ça le plus classique. Ou d'autres enfants qui, au contraire, partent tout d'un coup dans tous les sens, qu'on n'arrive plus du tout à canaliser, qui partent dans une espèce d'hyperexcitation, qui n'arrivent plus du tout à gérer au niveau émotionnel. Ça part dans tous les sens et ça, c'est signe qu'il y a une grande fatigue. Voilà un petit peu. Et du coup, une fois qu'on a bien repéré tout ça, essayer de repérer les heures pour son enfant. Alors, il existe, je vais vous montrer un petit peu. Après, je ne sais pas si vous verrez bien. Vous pouvez faire un petit tableau comme ceci. Alors, je ne sais pas si ça va bien. Non, il est trop clair. Peut-être. Ah oui, le tableau est clair. Ah oui. Il est très clair. Ouais. Il est très très clair, mon tableau. C'est pas grave. C'est un petit tableau en fait où vous pouvez mettre les jours de la semaine, les heures et voir un petit peu si vous avez mis trop de temps à endormir votre enfant. C'est-à-dire que quand vous couchez votre enfant, si dans les 15 minutes qui suivent, voire 20 minutes, il n'est pas endormi, c'est que vous avez loupé le cycle de sommeil. Donc, c'est que ce n'était pas le bon créneau. Et à ce moment-là, on décale par petit quart d'heure. Le lendemain, vous essayez, soit un quart d'heure avant, soit un quart d'heure après, en essayant de repérer les signes d'endormissement. Ça va vous permettre justement de mieux trouver au niveau de son sommeil un petit peu quelles sont ses heures, parce que ça passe un petit peu toujours aux mêmes heures. Hein, chez l'enfant, les petits trains passent un petit peu toujours aux mêmes heures. Après, il y a pour les plus grands, au niveau des routines, ce que je vous disais, vous pouvez mettre en place une routine du dodo avec ce système de petites étiquettes. Hop. Voilà. Qui vont vous permettre, surtout pour les plus grands, de responsabiliser les enfants. Vous faites un tableau sur le frigo en choisissant celles qui font partie de vos routines et en faisant participer l'enfant, en lui disant ben là c'est ça, là tu vas t'as brossé tes dents, par exemple maintenant on va mettre le pyjama, après on va aller aux toilettes, après voilà. Et l'enfant va voir à chaque fois se référer à ça. Et du coup, pour les enfants qui sont un petit peu récalcitrants pour aller au lit ou qui vont mettre un peu de résistance, ils ne pourront pas négocier du coup, parce que c'est eux qui vont participer, c'est eux qui vont montrer un petit peu le tableau. Donc, ils devront faire chaque étape et ce seront les mêmes chaque soir. C'est important chaque soir d'avoir toujours les mêmes paroles et les mêmes rituels. Pour l'enfant, c'est très sécurisant de s'attendre à tout et également en journée sur le sommeil. Alors justement, on parlera des techniques. Je vois qu'il y a des petites infos dans le chat. Du coup, et des questions. On va reprendre sur les petites techniques à apporter. Laure en a plein derrière elle. Donc, on expliquera tout ça tout à l'heure. Donc, vous inquiétez pas, c'est pas fini. Alors. Donc, sur le rituel du soir. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez commencer à mettre en place très jeune. Donc, ce sera un rituel plutôt court, très jeune, et qui va évoluer avec l'enfant et qui peut rester au moins jusqu'à l'âge de 10 ans. Les enfants en ont vraiment besoin le soir. Ça fait partie, le rituel aussi, voilà, c'est un moment où le parent va se mettre aussi un peu en off sur sa charge mentale, tout ce qu'il a à faire et vraiment passer ce moment-là avec son enfant. Une fois que vous avez déterminé l'heure de coucher, vous disposez à peu près d'1 heure avant l'heure de coucher pour pouvoir établir tout votre rituel du soir, celui que vous aurez choisi qui correspondra. Donc, il faut qu'il y ait au moins une petite période
avec votre enfant. Donc, en fonction de l'heure à laquelle vous allez rentrer le soir, ça peut être une période de jeu plus ou moins longue, comme ça peut être juste 10 minutes, mais 10 minutes de qualité avec votre bébé. Voilà. Il est important vraiment que votre bébé puisse passer, ou votre enfant, passer un peu de temps avec vous, hein, se raconter la journée ou faire une activité ensemble. Ensuite, il va y avoir bien sûr le temps de repas, qui sera aussi pareil, qui peut être une période d'échange aussi pendant ce temps-là. Il peut y avoir le bain, il peut y avoir, voilà, vous pouvez mettre en place plein de choses, il peut y avoir des massages. L'idée, c'est de faire des choses calmes, qui vont amener au calme. C'est de baisser un petit peu aussi les lumières dans la maison, de penser à mettre une luminosité plus claire, on va dire plus douce, plus orangée le soir, hein, qui va favoriser la sécrétion de mélatonine. Pensez à baisser un peu les stores, les volets, surtout sur l'été, hein. Commencer à descendre les stores vers 18h, 18h30, c'est pas mal, hein, de commencer à tout baisser. Ça va favoriser sa sécrétion de mélatonine. Et puis ensuite, voilà, 1 heure avant le coucher, plus d'écran, plus rien. On fait vraiment des choses très très calmes. Il y a des, alors avec un bébé, voilà, ça peut être un câlin du portage, ça peut être la tétée au sein, ça peut être un petit massage. Sur les plus grands, ça peut, j'ai des petites astuces, hop, des petites cartes, on peut faire des petits exercices de relaxation. Hop là, là, comme ça, des petits exercices de yoga qui permettent, avec des exercices de relaxation, de respiration. Il y a des petits jeux dedans aussi à faire avec eux, mais qui amènent au calme. Voilà, on peut faire ça, c'est un moment comme ça qu'on partage avec son enfant. On peut également... Je vous mets à chaque fois les liens vers les objets que nous présente Laure. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Voilà, l'idée c'est vraiment voilà, de mettre des choses sereines. L'idée le soir, c'est qu'il n'y ait pas de pleurs, qu'il n'y ait pas de conflit. Tout ça sinon va favoriser la sécrétion du cortisol qui va vraiment inhiber après cette sécrétion de mélatonine, hein. L'idée, c'est qu'il y ait une atmosphère très détendue et calme. C'est de parler moins fort. Il faut qu'on continue à faire du bruit dans la maison, mais voilà, pas le même bruit qu'en journée. Oui, ce qui peut être parfois compliqué pour des parents qui rentrent tard. Voilà, oui. Donc, c'est pour ça qu'on n'hésite pas, une fois qu'on a choisi son rituel, l'important, c'est que les 2 parents fassent le même rituel. L'important que ce rituel se fasse tous les soirs de la même manière, celui que vous avez choisi, en sachant qu'au bout de 3 jours, ce rituel va vraiment être ancré dans son cerveau et son cerveau va se préparer à ce qui va arriver. Donc, lui, son corps, tout va se préparer à ce qui va arriver. Donc, l'enfant sera sécurisé parce qu'il va savoir à l'avance ce qui va se passer. Donc, ça fait déjà partie au niveau de la sécurité affective, du lien d'attachement, c'est très important, hein, pour l'enfant. Donc, ce rituel-là, voilà, que vous avez choisi au départ, voilà, les 2 parents le font et ensuite, il évoluera après avec l'âge, parce que bien sûr, il pourra durer un petit peu plus longtemps. Et puis, on choisira d'autres rituels aussi. On pourra mettre en place des petites choses, le modifier, hein, les modifiables également, mais voilà. Après, il faut que ce soit les 2 parents qui le modifient ensemble, hein. Vous avez peut-être déjà trouvé vos petits rituels du soir, alors n'hésitez pas à échanger entre vous pour vous donner des idées. Donc, parce que chacun a ses rituels, hein. C'est pas parce que Laure vous en donne que vos rituels ne sont pas bons. Si vous avez déjà trouvé votre rythme avec votre enfant, voilà, gardez-le, hein. C'est très très bien. Là, c'est des astuces en plus pour des enfants qui auraient des difficultés à trouver le sommeil. Ça va aider, hein. Et pour les parents divorcés, séparés, c'est pareil, hein. C'est d'essayer de se mettre d'accord pour que même que l'enfant ait ce repère-là quand il est chez chaque parent, qui est le même rituel mis en place, hein. Ça va lui donner des points de repère pour le sommeil, pour trouver le sommeil, même s'il n'est pas dans le même environnement. Alors là, du coup, en lien, donc on a une question. On a Charline qui nous dit bébé allaité, pas de jour de travail fixe ni horaire de retour le soir fixe. Donc, comment faire? Alors, l'idée, c'est d'essayer de trouver, déjà de voir votre bébé à quelle heure le soir il s'endort, son heure où il est le plus fatigué, où vraiment vous sentez que là, il partirait pour sa nuit. C'est d'essayer de mettre en place ce rituel à cette heure-là et puis de voir à ce moment-là si l'autre parent peut prendre le relais le soir où vous n'êtes pas là et puis de venir lui faire un bisou après à votre bébé.
ou à ce moment-là, c'est vous qui le mettez en place, le rituel, s'il y a la possibilité, si ça tombe sur un créneau, ou même quand le soir, vous rentrez un peu plus tard, ça se tombe bien. Donc, même si l'horaire n'est pas toujours très fixe, l'idée, c'est d'avoir un même... D'essayer, voilà, c'est s'adapter au bébé. C'est à ce moment-là, si elle rentre un peu plus tard, à ce moment-là, le rituel, elle peut le raccourcir, on peut sauter l'étape du bain éventuellement. À ce moment-là, il y a un truc qu'on peut enlever dans le rituel qui sera moins important, mais il faut pas avoir une qualité de temps avec son bébé aussi, hein, et un minimum de quantité de temps. Donc, il vaut mieux privilégier ça que de s'embêter à faire le bain. Voilà, quand on a un enfant qui commence à être diversifié aussi, c'est pareil. À ce moment-là, peut-être parfois, on donne juste le biberon ce soir-là. On passe un peu de temps avec son enfant, voilà, parce qu'il va être trop fatigué. L'idée, c'est d'arriver à le coucher dans son créneau à lui, parce qu'après, la nuit sera compliquée derrière. Hein. Super. Voilà, un petit peu. Donc, c'est très important la routine du soir. Hein. Alors, si j'ai une autre question, du coup, puisqu'on est sur les rituels. Donc, c'est Eva. Donc, Eva nous demande à partir de quel âge peut-on mettre en place un rituel. Donc là, Eva a un bébé de 3 semaines qui s'endort au sein uniquement. Ouais, et ça, c'est la question aussi, moi, que je me pose. Hein, c'est que parfois, le sein, c'est un rituel qui s'installe, mais sauf que le problème, c'est qu'une fois qu'on enlève l'allaitement ou qu'on veut faire différemment, ça devient compliqué. Alors ça se fera après avec l'âge. Il est trop petit encore, donc c'est pas encore... voilà, il en a besoin. Surtout quand on est sur les 3 premiers mois, on est vraiment sur la continuité de la vie intra-utérine, et on est du coup sur cette... il faut que bébé retrouve toutes ses conditions. Votre rituel, ça peut être ça aussi, lui proposer au maximum les conditions qu'il avait dans la vie intra-utérine. Donc, c'est pour ça que je vous propose... Il y a l'emmaillotage, là, derrière, il y a la petite Madeleine. J'enlève. Oui, Madeleine, Madeleine, la poupée de ma fille, voilà, qui est très sage, là, qui a été emmaillotée. L'emmaillotage, voilà, qui va reproduire les conditions de vie intra-utérine, hein, où le bébé était serré et à l'étroit. Il a besoin, c'est pour ça que dans les bras, il est bien, au sein, il s'endort, mais parce qu'il retrouve toutes ces conditions-là, il entend le bruit du cœur, il est au chaud contre vous, il y a la chaleur corporelle, il est à l'étroit dans vos bras, donc il est contenu. Donc, ce qui est important, c'est pour l'instant, vraiment jusqu'à 3 mois, c'est vraiment de reproduire au maximum ces conditions-là. On n'est pas du tout... voilà. Le premier rituel, vous pouvez le mettre en place vers l'âge de 2 mois à peu près, une fois que votre enfant commence à faire l'alternance jour-nuit. Hein. À ce moment-là, c'est pas mal c'est là où vous pouvez commencer à vraiment tamiser la lumière le soir, changer justement de rythme un petit peu, vous, dans la maison, pour qu'ils comprennent que on bascule sur le soir. Hein. Et ça va vous aider un petit peu. Mais pour l'instant, voilà, profitez. 3 semaines, il peut s'endormir au sein, au maxi, très aussi souvent qu'il veut. Il a encore le droit de faire tout ce qu'il veut. Voilà. Du coup, Laure, est-ce que tu peux nous présenter les linges là? Tu avais la boîte pour montrer un petit peu. Du coup, voici. Voilà. Les petits linges. Alors, ce qui est sympa dans cela, parce que je pense que beaucoup de parents connaissent la couverture d'emmaillotage de chez Red Castle. Là, qui sont vendus par 2. Donc, pour ceux qui ont des jumeaux, c'est top. Ou quand si bébé le salissait, on en a un de secours, toujours sous la main. Donc, elles sont très bien. Elles sont en coton. Voilà. Donc, et le système est assez simple, avec des scratchs. Hein, pas compliqué. Je n'ai pas pris le lien, je vous remets le lien. Donc, voilà. Donc, il y a toujours la technique où on peut emmailloter bébé les bras serrés contre le corps. Ou alors, si bébé a l'habitude d'avoir ses mains près du visage, vous mettez ses bras proche du visage avant de fermer l'emmaillotage. Et on avait une autre question du coup par rapport au... Donc là, alors je reviens parce que du coup il y a eu pas mal de questions. Donc, je vais prendre celle que j'avais vue. Donc là c'est bien, là, vous avez des questions sur les rituels avec l'endormissement. Donc là on est plutôt sur un bébé de 14 mois. Donc c'est Maggie qui nous dit qu'il ne s'endort qu'au bras, donc 15-20 minutes en moyenne, et qui se réveille 2 à 3 fois par nuit. Donc alors... Peut-être qu'on verra avec les astuces, les autres petites astuces, ou est-ce que tu veux commencer à en parler? 14 mois, de toute façon, on est sur l'âge 1 an et demi. Là, c'est alors au bras,
Il peut s'endormir un petit peu dans les bras, mais l'idée, ce serait de ne pas l'endormir profondément maintenant. L'idée, ce serait de le rendre somnolent, votre bébé, et d'essayer petit à petit de le poser dans un état de somnolence pour qu'il se rende compte de là où il s'endort. Parce qu'un bébé, tel qu'il va s'endormir, sur les micro-réveils la nuit, il va vouloir retrouver les mêmes conditions qu'il avait à l'endormissement le soir. Donc, s'il s'endort avec la tétine dans la bouche, s'il se réveille dans la nuit pendant un micro-réveil, entre 2 cycles, il va vouloir retrouver la tétine s'il n'a plus dans la bouche. S'il s'est endormi dans les bras du parent, il va vouloir retrouver le parent auprès de lui. Et en plus, 14 mois, c'est grand et ça peut rendre aussi un peu angoissant pour un enfant de s'endormir dans les bras du parent et de se réveiller à un autre endroit. C'est comme nous, si on s'endort sur le canapé, on se réveille dans le lit sans savoir comment on y a été. Voilà, ça peut être source d'angoisse un petit peu, donc du coup, il peut manifester assez fort. Et du coup, pour réclamer encore plus souvent la nuit, pour être rassuré, être sûr que vous êtes toujours là. Que si vous le couchez somnolent, presque endormi, mais que vous lui parlez, vous lui dites, voilà, maintenant tu finis de t'endormir, je suis là, je suis à côté, je suis dans la salle à manger. Dites-lui où vous êtes dans la maison, il faut qu'il continue à entendre un petit peu de bruit dans la maison, que ça vit encore, parce que les enfants grandissent avec le bruit, donc c'est rassurant pour eux. Alors, on a d'autres questions autour du coucher. Là, du coup, je ne sais pas si le lit... oui, je pense qu'on en parlera après. Parce que du coup, on a la question du lit, donc on en parlera après puisque tu en parles. Et là, Jennifer, je pense qu'on est à peu près répondu par rapport au bébé de 6 mois qui s'endort la plupart du temps au sein, puis se réveille plusieurs fois dans la nuit, minimum 3 fois pour téter. Là, c'est 6 mois. 6 mois, oui, 6 mois, on est encore, de toute façon. L'allaitement, bien quand même. L'allaitement, on reste sur de l'allaitement à la demande. Après, c'est de s'assurer que votre bébé tète la journée au maximum. Ça va être surtout ça, c'est qu'il prenne quand même un maximum de calories sur la journée pour qu'il ait beaucoup moins besoin de téter la nuit. Et également, voilà, et le sein le donner, mais pas le donner pour l'endormir. Voilà, parce que les enfants marchent par association, c'est-à-dire que tout ce que vous allez mettre en place sur l'endormissement, pour lui, il va falloir le retrouver après à chaque fois. À chaque fois qu'il y aura un réveil, il lui refaudra ça. Donc, si vous mettez le sein pour l'endormir, quand il va se réveiller, il va revouloir, même s'il n'a pas forcément faim, s'il n'a pas forcément besoin de manger, à ce moment-là, il va quand même avoir besoin du sein pour se rendormir. C'est ce qu'on appelle un peu les béquilles du sommeil. Donc, tout ce qu'on rajoute autour du sommeil pour l'enfant, mais il faudra le retrouver à chaque fois. Donc, c'est peut-être essayer qu'il ne s'endorme pas au sein, mais plutôt mettre le sein avant et après, mettre une autre étape après dans le coucher. Avec une petite berceuse, un câlin, et puis vous pouvez le bercer un petit peu dans vos bras également. Et voilà, et le poser quasi presque endormi pour qu'il puisse après être capable dans la nuit de réenchaîner s'il y a besoin. Donc pareil, pour Karen, bébé de 7 semaines, pareil, petit là. Il mange toutes les 2 heures, y compris la nuit, donc en fin de journée, il est plus excité que dans la journée. Nous ne savons pas comment mettre en place une routine de nuit. De toute façon, puis on est dans les 7 semaines, il n'y a pas encore d'alternance jour et nuit. Voilà. Donc son horloge interne n'est pas encore réglée. Donc dans tous les cas, lui, il ne fait pas de distinction entre le jour et la nuit. Et dans le ventre, pendant la grossesse, ça se fait bien souvent, c'est la nuit que les petits bouts bougent le plus parce que c'est là où on se pose, nous, on bouge moins. La journée, ils étaient bercés, comme on était en mouvement, ils étaient bercés continuellement, donc ils dormaient tranquillement la journée. Ils mangent toutes les 2 heures, bon, mais c'est plutôt pas mal. Après, c'est d'essayer d'espacer après un petit peu tout doucement, mais c'est qu'il en a certainement besoin pour l'instant. Donc sur l'allaitement, on reste vraiment... Oui, c'est fatigant. C'est fatigant, c'est très prenant. C'est peut-être essayer de trouver des positions. La nuit, vous serez le moins fatigué. Essayez de donner le sein peut-être allongé pour avoir le moins possible à bouger. Je ne suis pas sûre qu'il y ait de l'allaitement, en fait. Il mange toutes les 2 heures. Parce que si c'est des biberons, ça fait beaucoup de biberons. Ouais, peut-être que le lait n'est pas adapté. Soit ça, soit il y a autre chose derrière. Il y a peut-être des coliques aussi, des maux de ventre et où le bébé cherche à téter pour se soulager le ventre aussi. Là, il y a peut-être n'hésitez pas à consulter, vous n'avez pas les réponses à tout, donc ça peut arriver. On ne connaît pas. Voilà. Super, on continue du coup. Allez. Donc après, la chambre doit rester un lieu agréable.
Du coup, tant que l'enfant est petit, donc sur la recommandation bien sûr de l'OMS, jusqu'à 6 mois, on recommande que l'enfant dorme dans la chambre des parents. C'est une recommandation. C'est une recommandation, voilà. Les parents qui ne pourront pas supporter d'avoir le bébé dans la chambre parce que ça fait beaucoup de bruit la nuit, un bébé. Donc à ce moment-là, mais pas de souci, l'enfant est dans sa chambre tant qu'il est couché en sécurité sur le dos, pas de souci. Lors d'un moment d'énervement, voilà, on ne met jamais l'enfant au lit en punition. On peut le mettre dans sa chambre en lui disant tu vas te mettre au calme là, voilà, parce que la discussion n'est plus possible et puis il faut que l'enfant redescende un petit peu au niveau émotionnel, mais ça on parle des enfants plus grands. On peut le mettre dans sa chambre au calme et lui dire ben, voilà, de revenir après, une fois qu'il est calmé, de pouvoir rediscuter de ce qui s'est passé à ce moment-là après et d'essayer de ramener le calme le plus rapidement possible, mais voilà, surtout pas de menaces pour le lit. Alors justement, du coup, je préférais associer la question d'Emma à ce moment-là. Donc Emma, mon fils de 3 ans ne veut pas dormir dans son lit, et ce depuis sa naissance. Que faire? Alors, en soi, rien de grave. Si ça ne vous dérange pas qu'il dorme avec vous, il peut dormir avec vous. L'idée, à ce moment-là, lui, s'il a un lit sans barreaux maintenant à 3 ans, il peut avoir un petit matelas au sol éventuellement. C'est de passer du temps avec lui dans sa chambre aussi, de rendre le lieu plaisir, agréable, qu'il se familiarise bien avec cet endroit-là. Donc, c'est un endroit où vous y passez du temps, où il y a des bons souvenirs aussi. Donc, ce serait important la journée d'aller jouer dans la chambre avec lui, de commencer par les siestes à ce moment-là aussi. On commence plutôt par la sieste, on propose sur la sieste, on laisse se faire un peu, voir si ça se passe bien. Et une fois que les choses sont bien installées sur le sommeil de jour, à ce moment-là, on peut basculer sur le sommeil de nuit. Voilà, c'est plutôt ça comme technique pour l'instant. Là, c'est vraiment rendre son endroit agréable. Ou alors, va avec lui, 3 ans, en plus on peut discuter avec lui, ce qui le dérange éventuellement dans sa chambre. Ça peut être un emplacement de lit. Souvent, les lits, c'est bien de les mettre plutôt qu'au milieu de la chambre. C'est bien de les mettre dans un coin. C'est rassurant pour eux. Parce que ça fait un peu fermé, il ne peut rien arriver. Voilà, voir un petit peu ce qui peut le déranger avec lui à ce moment-là. L'impliquer peut-être. Voilà, l'impliquer aussi dans la décoration de sa chambre, éventuellement aussi. Un drap ou des choses comme ça. Décorer avec des petites. Je ne sais pas si tu es pour des petits autocollants, des petits. Oui. Tant que l'enfant choisit les choses et que ça l'aide après à. On a des étoiles aussi qui sont phosphorescentes la nuit ou des choses comme ça. Ça peut peut-être être sympa, ça peut être ludique. Voilà. Je sais que j'ai eu le même problème et du coup. On a acheté l'une, etc. pour faire comme s'il était dehors. Et surtout qu'à 3 ans, ils peuvent bien participer. Donc, c'est vraiment discuter avec lui et puis voir un petit peu ce qui le dérange là-dedans. Parfait. Merci. C'est bien, elles sont intéressantes, vos questions. J'attends. Alors. Donc, la problématique. Pour beaucoup de parents. Finalement, j'ai devancé la question. Qui rentrent tard du travail. Voilà. Il est vrai qu'il y a la réalité où les enfants devraient être au lit pour la majorité. Ils sont déjà préprogrammés, les enfants, biologiquement, pour se coucher entre 18h30 et 19h30. Voilà. Sauf qu'il y a beaucoup de parents qui arrivent à ce moment-là. On va dire qu'au début, à ce moment-là, le soir, il vaut mieux privilégier le coucher de l'enfant, son sommeil. Tant pis si on ne passe pas trop de temps, on passe moins de temps avec lui, mais on passe au moins un temps de qualité. On ne cherche pas à s'éterniser, à profiter pendant 1 heure ou 2 de le voir, même si on n'a pas vu de la journée. Je sais que ce n'est pas simple. Mais comme les enfants sont programmés aussi pour se lever tôt le matin, à ce moment-là, on peut profiter de lui, d'un enfant qui a bien dormi, qui est reposé avant de partir au travail et de passer un bon moment avec lui à ce moment-là. Et ensuite, une fois qu'il va grandir, que tout sera bien installé, on pourra avoir à ce moment-là pour décaler un petit peu l'heure de coucher le soir et pour pouvoir profiter un petit peu plus de lui. Mais sur le démarrage, on privilégie d'abord son sommeil. Parce qu'un enfant qui est trop fatigué, ce ne seront pas des moments qualitatifs avec lui. Oui, c'est vrai qu'on pense souvent au soir, mais il y a le matin aussi. Il y a le matin aussi. Et s'il n'a pas bien dormi, de toute façon, il sera ronchon le matin aussi.
que s'il a bien dormi, mais on pourra profiter aussi de lui le matin. On peut avoir parfois avoir 10 minutes, un quart d'heure avec lui sur un temps de jeu un petit peu. Oui, c'est comme il y a des enfants qui privilégient aussi, qui ont besoin de plus de temps de préparation le matin que d'autres, donc il faudra plus les réveiller un peu plus tôt. Voilà, c'est ça. Alors, ce qu'on disait donc sur la routine s'il y a une routine de nuit, il y a une routine de jour. Donc, il va être aussi, autant l'heure de coucher le soir va être importante pour lui, donner un point de repère et le préparer au sommeil. Autant la journée, c'est pareil, mettre un horaire régulier sur les repas, sur les siestes, sur les activités, va faire que son horloge biologique interne va être réglée, et du coup, lui sera préparé à tout et il y aura beaucoup moins de conflits déjà, de résistance qui pourront se mettre en place sur certaines choses. Un enfant qui a bien dormi mangera mieux, les couchers se passeront mieux également. Voilà. Donc, autant, et s'il a des siestes, des bonnes siestes la journée, autant pareil, la nuit, il aura un bon sommeil de nuit et inversement. Si la nuit a été catastrophique aussi, mais la journée, on risque d'avoir des siestes un peu compliquées. Ça influe surtout, les routines sont vraiment très très importantes et ça, c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est d'essayer d'être le plus constant possible avec les enfants. À quel moment votre enfant doit-il faire la sieste? Alors, s'il y a des périodes d'éveil, on parle, à respecter, ou parfois, sur lesquelles on ne peut parfois pas faire attention. Si un enfant loupe certains créneaux, va être trop fatigué. Donc, on sait qu'à peu près sur les tout petits à la naissance, jusque donc vers 3-4 mois, là, à peu près, on va être sur du 3/4 d'heure d'éveil, 1 heure d'éveil à peu près. C'est des phases très courtes. Après, petit à petit, on va passer sur du 1h30 d'éveil. L'enfant pourra rester réveillé 1h30. Et dans tous les cas, après, on essaye. Il y a certains enfants qui tiennent le coup. Il y a toujours des gros et des petits dormeurs, des enfants qui supporteront mieux la fatigue que d'autres. Mais en moyenne, on essaye de ne pas dépasser les 2 heures d'éveil jusqu'à peu près 8 mois. Où là, la sieste de fin de journée, la dernière petite sieste qui prépare pour la nuit en fin de journée, là, d'une demi-heure, 1 heure, là, cette petite sieste-là va se supprimer et l'enfant va avoir une grande période d'éveil de 3-4 heures en fin de journée. Puis après, vers 18 mois, la sieste du matin va disparaître aussi et il ne restera plus que celle du début d'après-midi. Et du coup, on aura une grande période d'éveil le matin de 5-6 heures et une période d'éveil de 3-4 heures en fin de journée après le goûter. Voilà. Et ça jusqu'à peu près 4 ans, enfin à l'école, ça dépend après des enfants, jusqu'à 4-5 ans, ceux qui ont besoin de dormir plus ou pas. Alors, sur les signes de fatigue, donc on a déjà vu un petit peu sur le bâillement, sur les yeux qu'on frotte, les cheveux qu'on tire, l'enfant qui se couche le sol, qui prend son doudou, sa tétine, le sein aussi pour s'apaiser, voilà, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Un enfant qui devient grognon, ce qu'on disait, l'enfant qui se coupe un peu du monde autour de lui, là, qui prend un air un peu figé, qui ne s'intéresse plus à ses jouets, là, tout d'un coup. Un enfant qu'on n'entend plus non plus tout d'un coup, là, qui parlait, puis il n'y a plus rien. Qui peut être plus maladroit aussi, se mettre à tomber quand ils sont dans l'apprentissage moteur. Là, tout d'un coup, il n'y a plus de coordination, là, il tombe beaucoup plus et il se fait, voilà. Et ça, ce sont vraiment des signes de fatigue où il faut y aller. Les grognons, on le voit souvent le soir. Voilà. Ils sont moins réceptifs à tout ce qu'on peut leur faire faire. Il y a toute la journée derrière. Voilà, quand on les récupère, c'est ça. C'est assez rapide. Il ne faut pas se poser de questions et on enchaîne parce que... Voilà, un petit peu ça, ce sont des petits signes. Après, il en existe encore plein d'autres. Mais ce sont la majorité des signes qu'on peut observer chez l'enfant qui peuvent vous aider à saisir le bon moment. Donc, sur les 6-18 mois, donc pour aider l'enfant à trouver son équilibre, il faut arrêter les tétées nocturnes. Donc, l'idée d'arrêter les tétées nocturnes, donc il y a déjà souvent le fait que la journée, il faut qu'il ait bien mangé, l'enfant. Un enfant qui n'aura pas suffisamment mangé la journée, il va rattraper ce qui lui manque sur la nuit, il aura besoin. Il y a le poids aussi, on parle du poids des enfants qui leur permettent de disposer de suffisamment de réserves pour tenir sur une période un peu plus longue.
en sachant qu'on considère que la nuit chez un enfant, chez un tout petit, c'est 6 heures d'affilée. Après, là, chez un petit peu plus grand, c'est entre 8 et 10 heures de sommeil. Hein. Voilà, ne pas répondre à ce qu'on parlait tout à l'heure quand je vous disais, il y a des associations, si chaque fois que le bébé pleure, va se réveiller, on lui donne à manger, un biberon ou on donne le sein. Lui, il a associé ça, donc il va le réclamer de cette manière-là à chaque fois. Oui, il n'y a pas que ça qui montre qu'un enfant pleure. C'est voilà, pas juste parce qu'il a faim. Voilà. Voilà. On peut vérifier tout le reste avant. Voilà. Il peut se réveiller, être entre deux cycles et parfois avoir besoin. Il y a des bébés qui pleurent un petit peu pour retrouver le sommeil hein, parce qu'ils ont du mal à lâcher un petit peu prise et pour enchaîner sur un autre cycle. Hein. Et du coup, parfois, quand les parents n'interviennent pas tout de suite, en fait, ils se rendorment. Hein. Et parfois, le fait qu'on intervienne trop rapidement aussi, on peut casser le cycle du sommeil de l'enfant. Hein. Parce que parfois, ils pleurent, ils sont en train de chercher leur sommeil, puis nous, on arrive à ce moment-là, alors qu'ils allaient se rendormir, puis ils nous voient, mais le fait de nous voir, c'est une stimulation, donc là, ils sont complètement réveillés après. Ouais, parfois, un petit câlin aussi, sinon, ça suffit. Et puis... Un câlin, une caresse, une main posée dessus pour le contenir sur l'enfant, sans forcément bouger de son lit. Un changement de couche, peut-être, parce qu'il est... Alors, la nuit, on évite, mais s'il est mouillé, si à ce moment-là, on s'assure qu'il ne soit pas mouillé, qu'il n'ait pas fait dans sa couche, on évite au maximum, de toute façon, les manipulations et les stimulations la nuit pour que, justement, l'enfant puisse apprendre à réenchaîner sur ses cycles le plus rapidement possible. Hein. Donc, l'idée, voilà, on peut contenir en faisant aussi des petites choses appuyées. Hein. Voilà, en appuyant, en faisant des petits points, c'est des massages un peu appuyés, là. On appuie sur les bras, certains points sur le ventre et tout ça, pour ancrer l'enfant et lui montrer qu'on est là et que tout va bien, qu'il se sente un peu contenu. La tétée, pour s'endormir, on peut la supprimer. Pour faire le câlin le soir, complètement, on la garde, celle-là. Ça fait plaisir à tout le monde. Et éviter de le poser endormi en sommeil profond. L'idée, c'est de le poser, qu'il soit encore somnolent, hein, qu'il soit presque endormi, mais qu'il ait encore un petit peu conscience, qu'il vous entende quand vous lui souhaitez bonne nuit, que vous lui dites que vous êtes à côté, hein, qu'il puisse s'endormir en vous entendant. Voilà, le rendre au maximum indépendant pour l'endormissement, ça, après, de toute façon, c'est plus ou moins long en fonction des enfants. Il y en a qui seront prêts à l'être, qui ont des tempéraments qui font qu'ils seront indépendants très rapidement, et d'autres enfants qui auront besoin d'être rassurés encore un certain temps. Espacer petit à petit, décaler les tétées la nuit, effectivement, par une petite demi-heure, tout doucement. On essaye de repousser, de faire attendre un petit peu son enfant, de le faire patienter un petit peu avant de lui proposer, pour essayer d'agrandir l'espace entre deux tétées. Et puis sinon, sur des enfants qui avaient l'habitude de prendre un biberon de lait, qui n'en ont plus besoin, surtout chez les enfants de 18 mois, là, qui n'ont plus besoin de manger la nuit, hein, si bien sûr ils ont bien mangé la journée. À ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est diluer un petit peu le biberon. C'est par exemple pour un biberon de 180, au lieu de mettre 6 mesures de lait, la première nuit, vous en mettez 5, et ainsi de suite, petit à petit, au fur et à mesure des nuits, vous diminuez, vous mettez que 4 mesures de lait, ça pourrait le transformer en biberon d'eau, qui n'aura plus aucun intérêt pour lui. Voilà. Alors, on a Myriam qui nous pose une question. Donc, du coup, Laure essaye de parler un coup d'allaitement et un coup de biberon. Donc, l'idée, c'est que avec l'allaitement, en fait, il y a le côté câlin qu'on a et succion, vraiment, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, c'est pour ça. Après, au niveau de la suppression, je pense que Laure, tu peux peut-être en reparler. Donc, la question de Myriam, c'est de parler d'allaitement maternel ou biberon. Donc, on parle des deux, hein, bien sûr, parce qu'on n'est pas tous, tout le monde n'est pas forcément à l'allaitement. Et si c'est après-midi, je ne suis pas d'accord en réduire ou supprimer la nuit. L'après-midi. Après, allaitement maternel. Allaitement maternel. Si c'est allaitement maternel, je ne suis pas d'accord d'en réduire ou supprimer la nuit. Alors non, la nuit, de toute façon, sur l'allaitement maternel, vous allez continuer à l'avoir. Ça va sur quelque chose à la demande. Après, il faut savoir que si votre enfant, la journée, a très bien mangé, d'un point de vue nutritionnel, ça n'aura aucun intérêt pour lui. Ça peut rester juste, ça devient juste une habitude pour lui, hein, à un certain âge. À 6 mois, bien sûr que vous restez sur de l'allaitement encore à la demande et que là, vous continuez à donner. L'idée, c'est juste de ne pas répondre par le sein à chaque fois. Voilà, c'est juste ça.
C'est être sûr que votre enfant ait vraiment besoin, ou c'est juste, est-ce que c'est pour se rendormir ou est-ce que c'est vraiment pour manger? C'est là de faire la différence. C'est à quel moment le sein, on le donne pourquoi? Pour se nourrir ou juste pour pour les grands enfants après 1 an. Voilà. Après, Myriam, on vous rassure, nous, on est là pour proposer des solutions. La meilleure des solutions, c'est celle que vous allez proposer à votre enfant, que vous avez choisi, en fait. Donc, l'idée, c'est que vous vous sentiez bien. Si vous vous sentez bien avec ça, votre enfant aussi, vous continuez comme vous faites d'habitude, il n'y a pas de problème. Là, c'est plus pour les parents qui essayent de chercher des solutions, qui aimeraient bien diminuer. Voilà, sur les mamans qui sont un peu piégées, qui voudraient au niveau du sein diminuer un petit peu. Mais on parle chez le grand enfant, chez le petit, l'allaitement se fait à la demande, parce qu'on n'a aucune, on peut pas quantifier. Donc, vous donnez le sein aussi souvent qu'il faut donner le sein. Mais vous arriverez à le savoir, vous le sentez vraiment en tant que maman, si c'est une tétée plutôt câlin ou si c'est une tétée pour se nourrir. Pour se nourrir. Alors, une autre question. Comment, donc Charline, comment on fait la différence justement bébé peut boire à chaque fois? Ça va être avec le temps. Vous allez vraiment faire la différence quand il tète vraiment pour manger votre bébé. Il ne tète pas de la même manière. On va dire, souvent, ils sont quand même beaucoup plus vifs quand ils ont vraiment faim que la tétée câlin où ils tètent quand même un peu plus lentement. Mais ça, c'est vous qui connaissez votre bébé. C'est vraiment variable d'un bébé à un autre. Vous allez le sentir. Au fur et à mesure que vous allez le connaître, tout doucement, vous allez savoir. Alors, Myriam, du coup, on va répondre à votre question parce que du coup, elle est intéressante aussi. Pour entretenir l'allaitement maternel, il faut une tétée la nuit. Alors, à un certain âge, pas forcément. Pour l'instant, quand ils sont tout petits, oui. Le maximum de tétée il y aura, plus vous aurez de lait. Après, plus tard, il faut de toute façon toujours un minimum au moins de 6 tétées par jour pour que l'allaitement se perdure dans le temps. D'accord, voilà, au moins jusqu'à 6 mois, facile, il faut à ce moment-là faire téter au minimum 6 à 7 fois par jour, donc par 24 heures, ce qui veut dire jour et nuit. Mais après, vraiment, et pour l'avoir vécu, je ne sais pas alors si c'est ton cas aussi, mais ça se régule. Le corps est une superbe machine. C'est vraiment, vous allez voir, même pour les mamans qui souhaitent reprendre le travail, etc., ça se régule. Puis les enfants savent réguler les choses aussi. C'est ça. Le sein, il faut leur faire confiance aussi, un petit peu. Super. On continue ? Oui. Non, merci, vos questions sont très intéressantes. C'est vrai qu'elles portent sur l'allaitement, sur des choses un peu particulières, mais on essaye d'être un peu sur les deux côtés. Alors, la grande période des 2-6 ans, avec beaucoup d'évolution chez les enfants, donc la période du non, entre les 2-3 ans. Donc du coup, le coucher va devenir plus compliqué. Un enfant qui peut se lever plus souvent de son lit, ne pas pouvoir aller dans sa chambre. Les cauchemars qui arrivent aussi, l'imaginaire qui se met à fonctionner à fond, la peur de l'obscurité. Du coup, c'est l'âge, à partir de 2 ans, vous pouvez mettre une veilleuse sans souci. Plutôt de lumière rouge ou orangée, ça va favoriser la sécrétion de mélatonine. La lumière bleue, comme celle qu'il y a sur les écrans télé partout, va plutôt au contraire inhiber cette fabrication. Donc en fait, on est plutôt sur du rouge orangé pour inciter au sommeil. Oui. Et le bleu, ce serait éventuellement pour les réveiller? Le bleu, non, bloque la sécrétion de mélatonine. Alors, pas forcément pour réveiller, non, elle n'a aucun intérêt. Vraiment, elle bloque juste la sécrétion de la mélatonine. Donc, on évite les lumières bleues qui sont plutôt nocives. Oui, mais je pensais pour le matin. Du coup, oui, je pense qu'ils se réveillent. Ils peuvent se réveiller tout seuls. Pour les ados, peut-être. On va leur mettre la lumière bleue. C'est pas mal, On peut mettre ça pour les adolescents, on va mettre un peu de lumière bleue pour les réveiller. Du coup, les pièges à éviter aussi, petit à petit, c'est de se dire que si on les couche plus tard, ils se lèveront plus tard. Voilà, on se fait avoir, mais ça ne marche pas. Au contraire, on aura un réveil peut-être plus tôt même. Et faire sauter une sieste.
qui pareil, ne marchera pas parce que ben, pour le coup, l'enfant aura eu du retard de sommeil. Et qui dit retard de sommeil, ben, on peut partir voilà, sur une hyperexcitabilité, sur un enfant qui sera trop fatigué, qui va développer une grande résistance au sommeil. Hein. L'immunité, ce que je vous disais tout à l'heure, qui sera beaucoup plus fragile, hein, son système immunitaire, un enfant qui peut tomber plus souvent malade. Après, au niveau de l'école, on repère souvent des troubles de l'attention, des problèmes d'apprentissage chez les enfants plus grands, les terreurs nocturnes et l'énurésie qui peut arriver aussi à se mettre en place. D'ailleurs, j'avais une question pour revenir de Charles qui nous avait dit, donc je pense que c'était par rapport à tes... Alors, j'ai du mal à le dire, parasomnie, c'est ça? Parasomnie. Parasomnie. Et du coup, donc Charles nous demandait jusqu'à quand considère-t-on que l'enfant n'est plus affecté par ses effets? Et c'était au moment où on parlait des parasomnies. Oui. Et qu'il change sa manière de dormir. Alors, les parasomnies peuvent durer longtemps. Un peu à tout âge finalement, parce que les cauchemars, on peut faire des cauchemars adultes. Ou on en refait. Voilà, ou on en refait, on en fait plus. C'est vraiment ce qui va arriver dans la vie de l'enfant qui va être déterminant et sur sa qualité de sommeil également. Donc chaque événement voilà, peut amener à une parasomnie, alors que l'enfant, jusqu'à présent, tout allait bien. Une maladie aussi peut provoquer des petites choses. En fait, c'est le déménagement, la séparation de parents, ou des choses comme ça bouleverse. Rentrer à l'école, rentrer à la crèche, enfin voilà. Il peut y avoir énormément de choses qui provoquent parasomnie et ça, malheureusement. Donc il n'y a pas forcément de réponse à ça. Non. Alors, les problèmes de sommeil aussi que certains parents peuvent repérer là, sur les balancements rythmiques. Un enfant qui va se mettre à se balancer dans son lit pour se bercer, voilà, rien de problématique. Ça arrive quand l'enfant est en train de se réveiller, entre deux cycles de sommeil, ça peut arriver également. Rien à faire si ce n'est sécuriser le lit pour pas que l'enfant se blesse. Voilà, qui ne se cogne pas la tête, c'est quelque chose qui passera tout seul, hein, qui ne dure pas. C'est un enfant qui cherche à reproduire un petit peu les conditions un petit peu de vie intra-utérine, qui en a besoin encore, qui se rassure comme ça, qui veut retrouver ça. Voilà, donc ça, pas grand-chose à faire si ce n'est le mettre en sécurité, s'assurer qu'il ne se blesse pas. Le syndrome de rappel, je crois que tout le monde y arrive pas. Le 30e verre d'eau, le pipi, le 10e pipi, voilà. Comment ça s'arrête? Comment faire? Donne-nous des solutions. Il n'y a pas de solution miracle, si ce n'est à un moment donné, voilà, mettre, soit on définit, il y a un système de tickets qui marche, qui est pas mal. On peut donner à l'enfant, quand ils sont plus grands, leur donner des petits bons. Je veux dire, ce soir tu as 3 bons par exemple, donc tu auras le droit de me rappeler que 3 fois. Toute la nuit. Et après, voilà, si c'est pour quelque chose de pas important, je ne reviendrai pas. Voilà. Donc l'enfant doit les utiliser à bon escient. S'il doit réclamer un autre verre d'eau, s'il doit réclamer un autre pipi, qu'il utilise ces bons-là, voilà. Il faut qu'il sache qu'il ne pourra pas rappeler après. Donc après, il faut se maintenir. Il faut être ferme. Voilà. Les bons sont utilisés. C'est à un moment donné être ferme. Voilà. Si c'est compliqué pour un parent de mettre une limite, c'est bien que l'autre parent prenne le relais à ce moment-là. Plutôt, faut éviter que ça monte en énervement, parce que l'idée c'est que tout le monde reste calme, hein, pour justement qu'il trouve un bon sommeil, l'enfant. Donc c'est voilà, de passer le relais si c'est trop long, et voilà, et puis bien expliquer avant à l'enfant. Hein. Et ça passe. Et ça finit par passer. On vous assure, ça passe. Ça passe, ça ne dure pas. Une fois qu'ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas s'engouffrer là-dedans, qu'il n'y avait pas la petite feuille, voilà, ils finissent par lâcher l'affaire et essayer de trouver autre chose. C'est dur, on lutte, mais on sait qu'à la fin, on gagnera, donc voilà. Faut résister. Le refait de rester dans sa chambre, ben oui. Il y en a certains, c'est trop bien quand on passe dans le lit sans barreaux. On peut se lever, on peut sortir de la chambre. Ben, l'idée, c'est quand l'enfant sort de sa chambre, c'est de le raccompagner. Et puis de lui dire, ben non, maintenant, c'est l'heure de dormir. Il y a la technique du baiser d'oiseau, comme on appelle, où on lui dit, si tu restes dans ton lit, je viendrai dans 5 minutes, même s'il n'a pas la notion du temps, je viendrai te faire un bisou. Donc on attend un peu, on voit, et s'il ne se lève pas, on y retourne pour lui faire un bisou. Voilà, pour lui montrer que c'est agréable de rester dans le lit.
Voilà. Un baiser d'oiseau. Voilà, À baiser d'oiseau. Mais l'idée, c'est d'être, voilà, pareil, ferme et déterminé, et de le raccompagner gentiment dans sa chambre en disant non, que maintenant c'est l'heure de dormir et qu'il faut rester dans son lit. Et autant de fois que nécessaire, parce qu'il va tester plusieurs fois. Donc il y a des soirs, on peut faire ça plusieurs fois. Super. Eh bien, on arrive à la fin. Donc, dans les derniers, donc là, on va parler de choses assez concrètes. Donc, je le passe moi directement. Donc, parce que Laure a quand même des petites choses à vous révéler. Donc, on vous en a donné quelques-uns. Oui. Je vais prendre la question d'Emmanuel, de toute façon, après. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Là, on va vous présenter les objets. On prend les questions après. Directement après avoir vous présenté les livres. Oui, il y a deux petits livres. Est-ce que tu vas nous présenter? Deux petits livres que j'ai trouvés qui sont vraiment très très bien, notamment celui-là. Franchement, pour les parents, super abordable, qui vous explique tout sans être trop scientifique. C'est écrit par une infirmière puéricultrice. Et vraiment, vous avez plein de petites astuces sur les massages, sur certains petits jeux, sur voilà, à faire avec votre enfant aussi dedans. Elle met plein de petites choses. Elle vous met toute une petite biographie de livres d'histoire, justement pour amener au calme le soir son enfant. Notamment un qui va paraître, un petit livre là le 10 novembre que j'ai précommandé moi-même pour ma fille qui est HPI hypersensible. Elle sort une petite histoire justement pour les enfants hypersensibles, pour, voilà, avant le coucher, pour quand ils ont leurs émotions, ils prennent tout avec des émotions un peu décuplées et qu'ils aient justement une phase plus calme le soir pour s'endormir. Donc voilà, elle met plein d'astuces. Il est très bien fait. Vous avez dedans la petite, justement, pour trouver les bons créneaux horaires. Vous avez les petits trains du sommeil qui sont dedans. Elle parle du yoga, elle donne plein de petites techniques. Voilà, c'est vraiment super. Celui-là est très bien. Donc voilà, donc 50 clés pour aider un enfant qui ne veut pas dormir. Et donc l'auteur, c'est Nadège Petrel. Voilà, super. C'est vraiment très bien. Et après, c'est pareil, pour trouver des astuces, là, ça va bien, la boîte à outils. Ça, c'est Brigitte Langevin, c'est une grande conférencière sommeil québécoise avec qui j'ai fait ma formation. Sommeil qui, voilà, dedans propose plein d'astuces, pareil, plein de techniques différentes pour aider les enfants à trouver le sommeil. Voilà, donc si une technique ne marche pas, si vous êtes à court d'idées à un moment donné, dedans vous avez des petites astuces aussi pour trouver. Alors, sommeil, boîte à outils, moi j'en ai deux, je précise. La boîte à outils de Brigitte Langevin. De toute façon, je mets les deux de Brigitte Langevin. Voilà. Vous avez tout dans le chat au niveau des livres. Et après, j'ai amené des petits. Alors, vous en avez d'autres aussi ou pas au niveau des livres? Là, pour l'instant, après les autres livres que j'ai, je pense que beaucoup de parents connaissent Le Dormir sans larmes, voilà, qui est pas mal, mais qui est un peu plus, voilà, un peu plus scientifique et quand même un peu plus poussé, mais qui est bien aussi, pour les parents qui vraiment veulent apprendre à leurs enfants à dormir sans les techniques de pleurs qui voilà, sont c'est vrai, assez compliquées à mettre en place en tant que parent. Voilà. Super. Au niveau des objets, du coup? Au niveau des objets, j'ai amené plusieurs réveils. Plusieurs petits réveils en fonction des âges. Un avec juste un petit lapin le jour et la nuit pour permettre à responsabiliser l'enfant, savoir à quel moment il peut sortir de sa chambre, se lever et à quel moment il doit rester encore dans son lit à attendre parce que c'est encore la nuit. Parce que l'enfant ne sait pas encore. Alors, je mets les deux parce que nous avons, avant de télécharger le lapin que moi je connais bien, il y avait aussi celui de l'écureuil. Alors, on n'a pas d'exprès, on vous met des sites différents. On n'a pas d'action sur aucun site, sur aucun objet. L'idée, c'est de vous faire vraiment des propositions d'objets qui peuvent nous aider dans le quotidien. Voilà. Voilà un petit peu. Il y en a un après pour quand l'enfant commence à lire l'heure et juste à côté, pareil, il y a le repère sur le jour et la nuit pour que l'enfant sache en programme à quelle heure on souhaite on autorise l'enfant à sortir de sa chambre. Voilà, donc ça aussi, ça le responsabilise un petit peu.
Et après, il y a celui qui est high-tech, tout en haut, en bleu, où on peut télécharger des playlists de musique douce éventuellement le soir pour endormir l'enfant, qui, pareil, a les yeux qui se ferment et l'enfant peut se lever quand les yeux s'ouvrent. Il est un peu pour les enfants un petit peu plus grands, celui-là. Donc ça, c'est Rémi. Ça s'appelle Rémi. Voilà, Rémi, oui, c'est ça. Le petit bonhomme Rémi. Il s'utilise avec une application, je crois. Voilà, on peut télécharger une application sur le téléphone. Et ensuite, j'ai amené pour certains enfants qui grandissent et qui ont besoin d'être un peu contenus une fois qu'on a passé l'étape de l'emmaillotage et qui ont toujours besoin d'être contenus, les couvertures lestées qu'on choisit en fonction du poids on choisit le lestage en fonction du poids de son enfant. Là, celle que j'ai prise est faite pour un enfant entre 22 et 30 kg, je crois. Elle fait, il me semble qu'elle fait 1,5 kg, elle est lestée à 1,5 kg. Et ça existe pour les adultes aussi. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de sentir quelque chose sur eux pour avoir un sommeil de qualité. C'est sécurisant et voilà, ça permet d'avoir un meilleur sommeil. Donc, chez les enfants qui bougent énormément la nuit et qui ont besoin de se sentir contenus comme ça, du coup, c'est pas mal. Comme alternative, ça marche assez bien. Et on avait parlé aussi, donc je vous dis ceux qui nous ont mis. Donc moi, je vous avais mis éventuellement des tétines bleues parce que c'était quand les enfants, on en avait parlé, hein, oui. Les tétines phosphorescentes. Oui, les tétines phosphorescentes, oui. Vas-y. Pour les enfants qui ont l'habitude de s'endormir avec la tétine, une fois qu'ils ont pris... alors, vous pouvez déjà faire l'apprentissage la nuit quand vous y allez, quand ils atteignent l'âge où ça va attraper les objets. Au lieu de lui remettre la tétine dans la bouche quand vous y allez, avec sa main, c'est de l'aider, de l'accompagner pour que lui-même, petit à petit, la mette dans sa bouche. Et après, de laisser dans son lit plusieurs tétines la nuit pour qu'il puisse en avoir toujours une à portée de main. C'est tout doucement de le rendre autonome sur sa tétine la nuit. Hein. Et il y en a un autre que j'aimais bien, donc je le mets parce que je pense que ça peut être intéressant pour les parents. Tu m'avais parlé des peluches à... Ah oui, les bruits blancs. Les bruits blancs, oui. Pour certains enfants. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, les bruits blancs, ce sont des bruits que les enfants entendent pendant leur vie intra-utérine. Donc, ça reproduit un petit peu ce que l'enfant entendait et ça les apaise. Du coup. Donc, il y en a certains qui reproduisent les bruits du cœur. Il y en a d'autres, ça va être style le bruit de l'aspirateur, qui est un bruit blanc. Ça peut être le bruit de l'eau qui coule. Charlie nous le dit, l'aspirateur, c'est magique. Voilà. J'avais une maman, c'était la hotte. Il fallait que j'allume la hotte le matin, 5 h du matin, pour que sa fille finisse sa nuit. Il n'y avait que ça qui la rendormait. J'ai eu des petits jumeaux, ça a été la bouilloire. Dès que j'enclenchais la bouilloire, ils replongeaient de suite. Ce sont des bruits qui sont très apaisants pour l'enfant et rassurants. Et voilà. Agnès me dit le moteur de la voiture. Le moteur de la voiture, je ne sais pas, je n'ai pas encore testé. Je ne sais pas. Hein, s'il y a des bordelais partout, normalement il y en a pas mal, il y en a qui connaissent le tour de la rocade. Voilà. Le bercement de la voiture, oui, mais comme de la poussette. Mais voilà, les bruits blancs, c'est ça. Ça peut être le sèche-cheveux, il y en a, ça va être l'eau du robinet, donc pas très écolo. Ouais, et encore mieux, sur YouTube, on trouve plein de bruits blancs à télécharger. Donc, il y en a qui durent une dizaine d'heures, le temps de toute une nuit. Donc, on peut mettre toute la nuit. Vous voyez, avec Rémi, d'ailleurs, vous pouvez télécharger, mettre sur Rémi les bruits blancs en fond toute la nuit. Ceux qui ont OK Google ou Alexa, vous pouvez le faire aussi. Voilà. Le bruit de l'océan. Voilà, donc ce sont des bruits qui sont très apaisants pour l'enfant. Et ça marche plutôt bien. Alors, du coup, je vais prendre... On a 2 petites questions. En attendant, je vous remets le lien, s'il vous plaît, pour l'enquête de satisfaction. Ça ne vous prendra pas longtemps et ça nous permet de vous reproposer des thématiques qui peuvent vous intéresser et de voir si les horaires sont adaptés, voilà, comment ça se passe. Alors, c'est possible que j'ai déjà on a répondu peut-être, on va voir. Alors, on a Aude qui nous dit l'emmaillotage peut se faire de quel âge à quel âge peut-il durer toute la nuit? Alors, toute la nuit, oui. Après, il y a un âge, on dit à peu près jusqu'à 2 mois, parce qu'après, l'enfant a trop de force et bouge beaucoup, et il y a quand même du risque après qu'il se sorte de l'emmaillotage et qu'il puisse se faire monter sur le visage
voilà, l'emmaillotage. Donc, Alors, Myriam, la couverture lestée sécurisée, interrogation, vous pouvez la montrer. Normalement, on recommande que les turbulettes jusqu'à quel âge? Voilà, alors, deuxième question. La gigoteuse, au moins de toute façon jusqu'à 3 ans, on recommande. Ouais, après, ils peuvent se lever de toute façon, donc sortir, voilà. Elle est sécurisée dans le sens où il y a du poids dessus, donc elle ne bouge pas. Voilà. Après, pour les tout petits, j'ai pas eu à l'utiliser encore. Celle-ci, je peux vous la montrer. Elle est grande quand même, plutôt grande. C'est toujours de toute façon plus petit qu'une couverture normale. Hein. Voilà, parce que ça, c'est pour un enfant qui aurait voilà, à peu près 7 ans. Hein. Avec les licornes, voilà, c'est magnifique. Elle existe en verre avec des dragons, je crois, pour les garçons. Mais elle est très lourde, ça fait vraiment un poids dessus. Différence. Si les garçons veulent les licornes et les filles les dragons, il n'y a pas de problème. Donc non, c'est tellement lourd que elle fait quand même 1,5 kg. Alors, on vous en a mis une, mais c'est peut-être une autre. Hein. L'idée, c'est vous comparer, regarder les commentaires qu'il y a et chercher celle que... L'idée, c'est de choisir le bon lestage, surtout en fonction du poids de votre enfant, c'est surtout ça le plus important. Et du coup, on a Charline qui... j'enlève la question. Charline, j'ai vu une gigoteuse avec un ourson lesté sur la poitrine. Vous en pensez quoi? Là, le poids était réparti. Donc là, c'est réparti partout, que sur la poitrine. Je ne sais pas si au niveau respiratoire, c'est forcément bon d'avoir un poids constant que sur la poitrine. Je ne sais pas du tout. Je ne connais pas, j'en ai jamais vu. Hein. Donc ça, renseignez-vous. Sinon, voilà, préférez peut-être une lestée sur la totalité du corps. Voilà. Et du coup, on a Aude aussi qui nous pose la question. Donc, comment habiller son enfant pour dormir? Bébé de 1 mois, bonnet, chaussettes, body, pyjama, turbulette. Alors effectivement, ça dépend de la température de votre pièce. Hein. Si l'idée sur un bébé d'1 mois, alors le bonnet maintenant, il n'y a pas forcément d'utilité. Body, pyjama, il va faire chaud en plus la semaine prochaine. Voilà. Et chaussettes, non, pas forcément. Parce que l'idée, c'est que aussi la température du corps s'abaisse pour un meilleur sommeil. Hein. Plus on a chaud, moins on aura une qualité bonne de sommeil. Hein. C'est valable pour les adultes aussi, hein, quand on aura les chaussettes et tout. Non, voilà. Donc, non, l'idée, c'est de couvrir, mais pas trop non plus. Hein. On le sent de toute façon quand ils ont froid au niveau des extrémités. Alors, les extrémités sont toujours fraîches. Non, après, sur votre bébé aura un bon sommeil paisible s'il est vraiment à bonne température. Hein. Là, à 1 mois, il se régule bien. Donc, voilà, un body, un pyjama, une turbulette, ça suffit largement. Hein. Surtout sur une chambre qui serait à 19 degrés. Voilà, ça va suffire. Hein. Et normalement, j'ai une dernière question, donc je ne vous ai pas oublié, Emmanuel. Alors, Emmanuel, je garde une petite fille de 13 mois qui dort dans un lit sans problème pour les siestes, mais qui refuse de dormir dans son lit avec papa et maman et pleure pendant plus de 15 minutes à l'endormissement. Réveille aussi la deuxième partie de la nuit en pleurant tant que papa et maman ne viennent pas. Que conseiller? Alors, qui dort dans un lit. Nounou, je suppose. Oui, donc chez la nounou, elle dort bien et chez papa et maman, elle dort pas bien. Alors, si elle pleure pendant plus de 15 minutes, c'est que peut-être déjà, ils ne sont pas forcément sur le bon créneau horaire, ce qui entraîne un réveil la nuit après. Et ensuite, de toute façon, elle a peut-être compris aussi qu'en pleurant, elle faisait venir papa et maman. Elle a peut-être besoin de passer un peu plus de temps le soir avec eux aussi, peut-être à revoir sur le rituel le soir, le temps qu'ils passent avec elle, de façon à la sécuriser. Est-ce qu'après 13 mois, voilà, est-ce qu'il n'y a pas non plus des petits cauchemars, si c'est un peu plus tard, mais des petites choses, des petites angoisses qui peuvent arriver aussi, hein, surtout si c'est en deuxième partie de nuit. Hein. Donnez-leur le lien, le lien de webinaire de ce soir, comme ça du coup ils pourront voir un petit peu les trucs et les astuces pour l'aider. Voilà. Mais du coup, je pense qu'on n'a pas d'autres questions, donc vous avez, voilà, on a fini. Est-ce que Laure, tu as
petit mot en plus pour... Alors, non, enfin, donc, sinon pour les parents, c'est vous qui connaissez mieux vos enfants. Donc, c'est vous qui détenez les clés du sommeil de votre enfant, qui savez vraiment si votre enfant a assez dormi, pas assez dormi, à quel moment le coucher, tout ça. Juste prenez le temps de l'observer, puis vous verrez. Il vous montre tous les signes. Faites-vous confiance. Voilà, surtout. Vous êtes les meilleurs pour vos enfants. Eh bien, du coup, c'est parfait. Merci Laure. Merci à vous. Merci à tous de votre présence et de votre participation. Donc, on espère qu'on vous a un peu apporté des éclairages sur le sommeil et des petits trucs et des petites astuces. Pour rappel, donc n'oubliez pas donc, notre petite enquête que Agnès vous a remis. Vous pouvez retrouver donc, ce webinaire et les précédents donc, sur la page YouTube de l'UDAF de la Gironde, l'UDAF 33. On vous donne rendez-vous donc, pour le vendredi 2 décembre pour notre dernier webinaire de l'année qui sera consacré aux émotions de l'enfant. Sinon, n'oubliez pas, vous pouvez suivre notre actualité sur notre page Facebook et Instagram et nous faire des propositions sur des thématiques ou des choses à mettre en place. Merci à tous et bon week-end. Au revoir. Au revoir.